Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission Photo. Aujourd'hui, je vais tâcher de répondre à une question qui m'est régulièrement posée et qui est: ferais-je de meilleures photos si j'achète un appareil photo plus récent? Et en sachant que généralement les gens qui me posent cette question-là ont un modèle un petit peu plus ancien, donc on va déjà voir c'est quoi un appareil photo récent ou ancien, qu'est-ce qu'apportent les nouveaux boîtiers, et puis je vais tâcher de répondre à la question: est-ce que vous allez faire des meilleures photos ou pas? Un épisode dans lequel il va peut-être y avoir un peu de bruit ambiant, parce que j'ai vraiment été obligé d'ouvrir partout dans le bureau, il fait vraiment très chaud et il y a des travaux à l'extérieur, donc je ne vous garantis pas qu'il n'y aura pas quelques dérangements, mais sinon c'est moi qui vais capituler, je ne vais jamais arriver au bout. Alors, qu'est-ce qu'apportent les nouveaux boîtiers? Et quand je dis boîtier, entendez réflexe ou hybride, puisque c'est les deux types d'appareils photo dont je parle le plus fréquemment, le plus utilisé chez les amateurs experts et pros. Alors, parmi donc les fonctionnalités qu'apportent ces nouveaux boîtiers, je vais m'intéresser uniquement aux fiches techniques pour une fois. Vous savez que je ne suis pas trop partisan de ne regarder que les fiches techniques, mais là, en l'occurrence, c'est le cas. Il faut peut-être déjà commencer par définir qu'est-ce qu'un nouveau boîtier. C'est quoi un boîtier ancien ou récent? Alors, il n'y a pas de date, je ne vais pas vous donner la date limite de conservation d'un boîtier, mais globalement, si vous avez un appareil qui a moins de 5 ans, je dirais qu'il est de conception récente et que voilà, vous êtes plutôt sur quelque chose de performant. Il y a 5 ans, on avait déjà des appareils performants, donc aujourd'hui ils le sont toujours un petit peu plus, mais voilà, ça marchait déjà très bien. Si vous avez un appareil qui a entre 5 et 10 ans, vous êtes plutôt dans la catégorie des appareils plus anciens. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, ça veut dire simplement qu'il y a toujours mieux aujourd'hui. Puis dans 5 ans, je vous dirai forcément que ce sera encore un peu mieux, très probablement. Dans les fiches techniques, alors qu'est-ce qui va faire la différence aujourd'hui entre donc un appareil plus ancien et un plus récent? Alors déjà, l'autofocus. Les autofocus actuels sont plus rapides et plus précis que les modèles que l'on avait précédemment. N'y voyez pas un simple nombre de collimateurs pour les nikonistes en particulier. C'est pas parce que vous dites bah oui, mais aujourd'hui dans un D7500 il y a 51 collimateurs, dans mon D300 il y en avait aussi 51, donc finalement c'est le même. C'est pas que ça, il y a le nombre de collimateurs, mais il y a aussi l'électronique qui va piloter l'autofocus derrière. Dans les boîtiers récents, on a des calculateurs, alors le processeur qui s'appelle XPEED chez Nikon, XPEED 4, XPEED 5 sur les derniers, qui sont bien plus performants que les XPEED 2 ou 3, je pense au D700 en particulier, qui a aussi ses 51 collimateurs, mais qui a un processeur derrière, donc un calculateur moins performant. Avec les nouveaux appareils, vous allez avoir un autofocus qui va être beaucoup plus réactif et surtout qui va être plus sensible en basse lumière particulièrement. Vous savez peut-être que le D750 par exemple, par rapport au D700, le D750 est capable de faire la mise au point à moins 4 IL, moins 4 EV, et ce qui vous permet de faire la mise au point dans le noir quasiment, alors que sur un D700, pour l'avoir utilisé de nombreuses années, c'est pas tout à fait le cas. Il y a cette différence-là. Ensuite, on a une mesure de lumière qui est toujours de plus en plus performante d'une génération à l'autre. La mesure de lumière, c'est la caractéristique, la capacité du boîtier à analyser la scène et à donner la meilleure exposition possible. Alors on sait que sur des boîtiers qui ont quelques années, voilà, la banque d'images en mémoire n'est pas d'aussi bonne qualité que sur les tout derniers, plus à nouveau les systèmes de détection de scène, détection de couleur également. On a aujourd'hui des cellules qui vont mesurer la couleur de la scène et qui vont en tenir compte dans l'exposition, ce qui n'était pas le cas sur les générations précédentes. J'ai noté également, et on y pense, alors c'est pas la seule préoccupation à avoir, mais c'est la qualité du capteur, bien sûr, pas en termes de nombre de pixels, mais plutôt en termes de montée en ISO et de bruit numérique. La montée en ISO, capacité à photographier quand la lumière manque. Aujourd'hui, vous pouvez, avec un réflexe récent, vous travaillez à 3002, 6004, 12008, vous allez avoir des images de très bonne qualité. Si vous prenez un D70 ou un D200, ce n'est pas le cas. On sait que la limite, elle est plutôt à 800, 1600, un grand maximum. Le bruit numérique qui découle directement donc de la gestion de la sensibilité, même chose, à savoir que vous avez aujourd'hui un niveau de bruit qui est notablement réduit sur les réflexes récents, alors que il était plus important sur les réflexes anciens. Il n'y a pas que ça non plus. Il y a la capacité à descendre en bas ISO, en faible ISO. Alors quand on pense ISO, on pense tout de suite aux valeurs faramineuses que nous promettent les fabricants aujourd'hui.
et de dire voilà 1 million d'ISO, 2 millions d'ISO. Alors ça ne sert pas à faire de la photo, hein. Enfin, peut-être qu'on en parle un autre jour ça, mais des fois on me dit mais à quoi ça sert 1 million d'ISO, l'image est pourrie. Mais oui, parce que c'est pas fait pour faire de la photo, c'est fait pour faire de la reconnaissance de scène, mais c'est un autre débat. Par contre, on oublie un petit peu le bas de la plage de sensibilité, c'est-à-dire que les appareils anciens, chez Nikon particulièrement, avaient une sensibilité native à 200 ISO. Aujourd'hui, on est à 100 ISO. Ce qui permet d'avoir des capacités, quand il y a beaucoup de lumière, à descendre en sensibilité et donc à limiter encore un peu moins le boîtier. Et ça, on n'y pense pas toujours, mais quand il y a beaucoup de lumière, ce qui arrive à peu près aussi souvent que quand il n'y en a pas, eh bien, on est plus à l'aise avec un boîtier qui peut descendre à 100 qu'avec un boîtier qui se limite à 200. Je citerai également tous les aspects relatifs à la connectivité des boîtiers. Alors, si vous avez besoin de transférer vos photos, sachez que les boîtiers les plus récents disposent de modules de transfert des photos automatiques et sans fil. Alors, je pense au Wi-Fi, au Bluetooth, il y a SnapBridge chez Nikon qui encapsule toutes ces technologies-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait tout bêtement pas sur les anciens, donc c'est pratique aussi. Il y a l'ergonomie qui rentre en jeu également. On a aujourd'hui des boîtiers, je pense au 7005 à nouveau, qui ont une poignée, par exemple, beaucoup plus creusée, plus agréable. Le boîtier est plus sympa à porter que peut-être si je compare par rapport à un 7500. Un 7500, pardon, je vais y arriver, par rapport à un D700, même si ce n'est pas le même type de capteur, mais peu importe, où voilà, on avait un appareil plus massif, plus costaud, plus lourd. Le poids et l'encombrement jouent beaucoup également. On a envie aujourd'hui d'avoir des appareils plus légers, tout aussi performants, et les constructeurs travaillent dans ce sens-là. Donc voilà à peu près les différentes fonctionnalités ou les différences de fonctionnalités que vous avez entre les générations d'avant et les générations d'aujourd'hui. J'ai laissé à part la vidéo, mais bien sûr, il y a encore une très forte évolution dans le monde de la vidéo, puisqu'on a démarré à la vidéo réflexe, vous savez, avec le D90 chez Nikon. Aujourd'hui, on arrive à des appareils qui tournent non seulement en 1080, mais en 4K. Et donc là, de génération en génération, si vous êtes plutôt adepte de la vidéo, sachez qu'il y a vraiment des écarts conséquents d'un modèle à l'autre. Faut-il changer son boîtier s'il a quelques années? Et corollaire de ça, est-ce que ça va vous permettre de faire des meilleures photos? Alors, est-ce qu'il faut changer le boîtier? Alors, j'avais noté, vous voyez, oui et non. Oui et non, tout simplement parce que la seule raison pour moi de changer un boîtier, c'est si une des caractéristiques que j'ai citées précédemment vous limite dans votre pratique. Alors si vous me dites, je fais souvent des photos en basse lumière, dans des intérieurs ou dans des zones d'ombre, et je suis obligé de monter en sensibilité et j'ai des images très bruitées. Voilà une limite de votre boîtier actuel. Passer à une génération plus récente va vous permettre de lever cette limite et de mieux réussir les photos que vous voulez faire. Si vous photographiez toujours un paysage en plein soleil et que vous êtes à ISO 100 ou ISO 200, vous ne posez pas la question de la montée en sensibilité, vous n'en aurez jamais besoin, donc ça va servir strictement à rien. De même, si vous avez besoin d'un autofocus très réactif, parce que vous faites du sport, de l'action, des scènes où ça bouge dans tous les sens, vous avez besoin que l'autofocus réagisse. Alors, si vous êtes aux limites avec le vôtre, une génération plus récente va vous permettre de lever la limite. Mais si vous faites du paysage, et un paysage bouge assez rarement par définition, vous pouvez prendre un autofocus qui a 10 ans, ça va marcher aussi bien, voire même s'il n'y avait qu'un collimateur, parce que de toute façon la scène est fixe, donc l'autofocus, il n'a pas besoin d'être réactif, du moment qu'il sait faire le point, c'est tout, voire même vous le faites vous-même en manuel, en paysage. Donc si vous avez vraiment une limite par rapport aux caractéristiques que je vous ai citées précédemment, eh bien oui, vous allez gagner beaucoup à changer de boîtier. Si maintenant vous n'avez pas ces limites, vous allez gagner rien du tout et vous ne ferez pas de meilleures photos pour autant. Alors, il reste un cas qui sort du domaine de la pratique photographique, c'est le côté passion. C'est-à-dire que peut-être que tout bêtement, vous avez envie de vous faire plaisir et de dire, moi j'ai envie d'avoir un boîtier plus récent parce que voilà, j'aime bien le matos photo aussi et même si j'utilise pas tout, j'ai envie de me faire plaisir. Je vous avoue que je suis le premier des fois à craquer pour un truc un peu plus récent parce que voilà, je crois que la photo, pour moi c'est le cas, pour vous je l'espère, c'est une passion, et puis dans les passions, il y a des fois des petits coups de cœur qui sont difficilement mesurables, mais on a aussi envie de se faire plaisir. Alors, réponse à la question, ferez-vous de meilleures photos avec un boîtier plus récent qu'avavec un plus ancien? Je commence à répondre, j'ai envie de vous dire non, très sincèrement, vous n'allez pas faire de meilleures photos avec un boîtier plus récent qu'un boîtier plus ancien si vous n'avez pas une bonne raison de changer. Si c'est juste pour avoir le dernier boîtier à la mode, vous ne ferez pas de meilleures photos, très sincèrement.
Mais si vous avez quelque chose qui vous limite, alors oui, vous avez toutes les chances de pouvoir faire de meilleures photos. Attention quand même à une chose, c'est que quand vous passez d'un appareil d'une gamme au dernier modèle de la même gamme, vous avez des différences un petit peu ergonomiques, techniques, mais globalement, vous êtes dans la même approche, dans le même style, dans la même pratique photographique. Par contre, vous êtes un certain nombre à me dire, je ne comprends pas, j'avais un appareil amateur, série D3 quelque chose, D5 quelque chose chez Nikon par exemple, je suis passé au D7000 quelque chose, 7100, 7002, mes photos sont moins bonnes qu'avant. Alors je comprends pas parce que j'ai dépensé pour avoir un appareil expert et finalement j'ai des photos moins bonnes qu'avant. Alors pourquoi est-ce que mon boîtier marche pas? Faut que je le change? Est-ce qu'il y a un problème? Voilà. Il faut savoir que d'une gamme à l'autre, vous avez aussi des calages de boîtiers qui sont différents. Typiquement, les entrées de gamme et les gammes amateurs, des 3000, des 5000 chez Nikon, sont calés pour avoir un rendu qui est plutôt grand public. C'est absolument pas péjoratif, hein, attention, mais un rendu qui est flatteur naturellement, parce que c'est généralement le rendu que veulent les gens qui achètent ce type de boîtier. Quand on débute en photo, on ne cherche pas à dire je veux un boîtier pro avec des réglages partout, on veut juste faire des photos sympas, et en JPEG d'ailleurs la plupart du temps. Il faut donc que le boîtier soit capable tout de suite de sortir des photos assez flatteuses, et c'est souvent comme ça que sont calés ces boîtiers. Quand vous passez à une gamme experte, comme un D7000 quelque chose, 7005 pour le dernier qui vient de sortir, c'est un appareil sur lequel vous allez devoir vous-même adapter le rendu. C'est-à-dire que le côté, je te fais une image assez sympa, assez flatteuse parce que tu es sur un modèle amateur, il n'est plus dans les modèles experts. Donc là, c'est à vous de vous approprier le boîtier, en comprendre le fonctionnement, et à faire en sorte que, au final, vous ayez, et d'une, ce que vous voulez, et deux, que ce soit meilleur qu'avant. Sinon, ma foi, voilà, ça n'aura servi à rien. Donc attention à ça, parce que j'ai régulièrement ce type de retour de lecteurs qui me disent je comprends pas, j'ai acheté un 7002, c'est moins bien que quand j'avais mon 5000 quelque chose, alors je suis déçu. C'est pas la faute de l'appareil, c'est souvent la faute du photographe. Pensez aussi aux objectifs. Est-ce que vous avez des objectifs qui sont adaptés au nouveau boîtier ou pas? Si vous passez d'un D70 à un D500, dites-vous bien que le 18-70 du kit à l'époque du D70, il n'est plus nécessairement adapté au D500 parce que le capteur est plus exigeant, parce que tout est plus exigeant, l'autofocus, voilà. Donc si vous avez un vieil objectif, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, ça ne veut pas dire que ça fonctionne mal, c'est juste qu'il n'est plus calibré pour le nouveau boîtier. Et que si le boîtier est très performant, il faut que l'objectif le soit aussi, c'est un ensemble qui fait la qualité de la photo. Donc posez-vous ces questions-là. Si vous prenez un D500 aujourd'hui avec le nombre de collimateurs qu'il a et que vous me dites j'utilise des optiques AIS qui sont donc non autofocus, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce qu'il ne vous met pas partir sur un autre boîtier? Parce que franchement, prendre le meilleur AF du moment pour l'utiliser avec des optiques manuelles, bon, voilà, c'est peut-être pas nécessairement le meilleur choix. Idem pour le post-traitement. Plus le boîtier va être performant, plus vous allez être capable de traiter vos photos, d'avoir un RAW qui est de qualité pour pouvoir traiter vos photos. Donc pensez-y, ça peut être quelque chose aussi qui va vous permettre d'avoir de meilleurs résultats. Et aujourd'hui, on a des RAW qui sont vraiment de très très bonne qualité parce que les capteurs sont de meilleure qualité. L'amplitude, la dynamique du capteur est meilleure, donc on peut vraiment aller fouiller dans les RAW beaucoup plus qu'avant. Ça, c'est vraiment intéressant. Le JPEG aussi, j'en ai parlé dans une émission précédente, on a des moteurs de conversion JPEG qui sont de plus en plus performants dans les boîtiers, donc là aussi, c'est encore meilleur. Donc vous voyez que c'est vraiment un ensemble et qu'il faut vraiment vous poser la question, pas tant de Nikon ou Canon ou qui vous voulez a sorti un nouveau modèle, il est super bien, je le voudrais parce que ça va être mieux. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est j'ai ça aujourd'hui, voilà ce que j'en fais, voilà les limites que je trouve à ce matériel-là, à ce boîtier, ou pas d'ailleurs, hein, peut-être que vous me dites, moi je trouve pas de limite, tout va bien. Et donc ces limites, qu'est-ce qui va me permettre de les lever? Est-ce que c'est tel modèle plutôt que tel autre? Voilà. Est-ce que je vais les lever si je change de modèle? Voire même, est-ce que je ne vais pas m'apporter plus de contraintes que j'en avais déjà avec le modèle précédent? Typiquement, les gens qui me disent j'avais un rendu flatteur avant, j'achète un boîtier expert, je ne l'ai plus, je suis déçu. Il fallait peut-être rester sur une gamme plus amateur, ce qui, une fois de plus, n'est pas péjoratif. Voilà, donc tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour tâcher d'alimenter un petit peu ce débat. Alors je vous engage vraiment à continuer le débat dans les commentaires parce que c'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Je vais vous mettre quelques liens vers le site et en particulier la rubrique des conseils d'achat dans laquelle il y a pas mal d'articles sur, alors il y a le guide déjà de choix de matériel photo. Et puis
Je vous propose régulièrement des articles et des vidéos là-dessus. Dans tous les cas, vous savez que vous pouvez interagir avec moi directement par mail. Il suffit de rejoindre ma liste de contacts, c'est l'adresse qui s'affiche ici. Et puis, vous recevez en retour donc un mail de ma part qui permet de commencer à échanger. Vous recevez également l'actu du site et de la photo tous les dimanches actuellement, le mailing, la newsletter. Et puis voilà, c'est la façon de pouvoir papoter un petit peu ensemble si vous ne voulez pas le faire en public, comme c'est le cas sous la vidéo. Sinon, lâchez-vous dans les commentaires, c'est fait pour ça. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. À très bientôt pour un nouvel épisode.